Mesdames et messieurs, le 30 septembre 2025, Guillaume Di Grazia est violemment heurté par un taureau lors d'une abrivado dans le Gard. 2 jours plus tard, le commentateur emblématique de l'antenne Eurosport s'éteint à l'hôpital. Aucun micro, aucune caméra. Juste un drame inattendu, au cœur d'un événement folklorique. Celui qui avait prêté sa voix à des centaines d'épreuves cyclistes est mort loin des projecteurs, au milieu d'une tradition camarguaise, là où rien ne le prédestinait à faire ses adieux. C'est dans le petit village de Langlade, au sud de Nîmes, que la tragédie s'est nouée. Le choc fut tel que même ses collègues les plus proches ont mis des heures à comprendre la gravité de l'accident. À 51 ans, Guillaume Di Grazia ne souffrait d'aucune maladie connue. Sa disparition brutale soulève une question dérangeante. Comment un homme si discret devient-il en un instant un symbole du silence ? Guillaume Di Grazia naît en 1974, en France. Très tôt, il se passionne pour le journalisme et le sport, 2 univers qui fusionneront dans une carrière marquée par la constance, la discrétion et la fidélité. Après des études de communication et de journalisme, il entre chez Eurosport en 1999. Il n'en sortira plus. Durant 26 ans, il devient l'un des piliers de la chaîne, présent sur tous les terrains où l'effort, l'endurance et la passion sportive sont rois. Son domaine de prédilection, c'est le cyclisme. Pendant des années, sa voix accompagne les étapes du Tour de France, du Giro, de la Vuelta. Il commente également des disciplines plus confidentielles, mais tout aussi exigeantes, comme le saut à ski ou le ski de fond. Son ton est reconnaissable, précis, mesuré, jamais dans l'emphase inutile. Il parle pour éclairer, non pour se mettre en avant. Son style est respecté autant par les téléspectateurs que par ses confrères. Il participe à des émissions devenues cultes pour les amateurs, les Rois de la pédale et les Tontons Flankers. Ces programmes, alliant expertise et ton décontracté, permettent à Guillaume de montrer un autre visage, celui d'un passionné curieux, toujours à l'affût des nouveaux talents et soucieux de valoriser les disciplines oubliées. Il n'est pas une star du petit écran, mais un artisan de la passion sportive, comme aiment à le dire ses collègues. Sa longévité sur Eurosport est remarquable. Peu de journalistes restent aussi longtemps dans une même rédaction, surtout dans un univers aussi mouvant que celui de la télévision sportive. S'il s'y est maintenu, c'est parce qu'il s'est évolué avec son époque. Du commentaire en direct au format numérique, des analyses classiques aux capsules modernes sur les réseaux sociaux, Guillaume s'adapte sans jamais trahir son exigence professionnelle. Il est également connu en interne pour être un mentor bienveillant. Plusieurs jeunes journalistes, aujourd'hui devenus figures à leur tour, reconnaissent lui devoir leurs premiers pas et leurs premières émissions. Il ne cherche pas la lumière, mais tend la main à ceux qui veulent apprendre. Il était de ceux qui croient que le sport se raconte mieux quand on y met de l'humanité. En dehors des studios, Guillaume est un amateur de nature, de grands espaces. Il pratique lui-même le cyclisme et s'investit dans des causes locales, notamment la valorisation des territoires à travers les événements sportifs. Sa présence dans les festivals ou manifestations populaires n'est pas motivée par la célébrité, mais par un engagement sincère à transmettre. En 2022, il reçoit un hommage discret mais touchant lors d'une remise de prix interne d'Eurosport pour ses 25 ans de service. Dans son discours, il déclare simplement « Je fais ce métier pour ceux qui regardent, pas pour ceux qui applaudissent ». Cette phrase résume un parcours, humble, dédié, authentique. À travers ses 26 années de carrière, Guillaume Di Grazia n'a jamais cherché à faire la une. Mais il était là, toujours là, pour commenter, expliquer, partager. Il était cette voix familière qui liait l'effort des champions à l'émotion du public. Une voix aujourd'hui éteinte, mais qui continue de résonner dans les souvenirs des amateurs de sport. Guillaume Di Grazia n'était pas un homme de scandale. Mais comme toute figure médiatique présente depuis plus de 2 décennies, il a connu des turbulences professionnelles et des choix discutés dans les coulisses. Son parcours sans éclat public cache néanmoins des tensions et des périodes de remise en question qui ont marqué sa trajectoire. À la fin des années 2000, alors que le paysage audiovisuel évolue rapidement avec l'émergence de chaînes thématiques sportives et l'arrivée du numérique, Eurosport entame une profonde restructuration. Des visages emblématiques sont remerciés, des formats changent et les journalistes doivent s'adapter. Guillaume, jusque-là reconnu pour sa constance, se retrouve à plusieurs reprises écarté des grands événements cyclistes au profit de consultants plus bankable. En interne, certains dénoncent une mise à l'écart progressive, dissimulée sous des motifs éditoriaux. Il continue à travailler, mais sur des formats secondaires ou en décalage horaire, loin des antennes principales.
Selon Le Parisien, une lettre anonyme aurait circulé en 2013 dénonçant le manque de reconnaissance des anciens au sein d'Eurosport. Sans jamais être cité nommément, Guillaume fait partie des profils évoqués dans ce document, transmis à la direction mais jamais rendu public. Un ancien collègue confiera plus tard à l'équipe « Il ne s'est jamais plaint, mais on sentait qu'il souffrait de l'effacement progressif. Il voyait passer les jeunes, les figures télégéniques, et lui restait là, fidèle à son poste, mais un peu dans l'ombre. » En 2016, une polémique mineure éclate à propos de l'émission Les Tontons Flanqueurs qu'il anime. Certains internautes critiquent un ton jugé trop entre copains, trop fermé, voire sexiste dans certaines séquences. Di Gradia, bien que discret, se voit contraint de répondre dans une interview à Télé Loisirs, affirmant « L'humour entre spécialistes peut heurter parfois, mais nous avons toujours respecté les sportifs et le public. L'émission est maintenue, mais des ajustements sont apportés. C'est la seule fois où son nom apparaît lié à une polémique de contenu. Côté vie privée, peu de choses filtrent. Il n'était pas marié, n'avait pas d'enfants connus du public. Certains évoquent une relation longue interrompue discrètement au milieu des années 2010. Son entourage professionnel décrit un homme réservé, très investi dans son travail, parfois à l'excès. Un collègue confie anonymement à 20 minutes « Il était toujours le premier arrivé, le dernier parti. Il vivait pour les événements, mais on se demandait parfois s'il ne fuyait pas quelque chose en dehors des pertos. » Il y a aussi, vers la fin de sa carrière, une frustration qui transparaît dans certains échanges en off. Il aurait exprimé son amertume face à la place toujours plus réduite des journalistes de fond dans les médias modernes. Dans une réunion éditoriale en 2021, rapportée par un ancien cadre, il aurait lancé « Bientôt, on commentera plus les stories Instagram des sportifs que leurs performances ». Une critique cinglante du virage médiatique de la chaîne. Un twist inattendu survient en 2023 lorsqu'il décide de quitter momentanément l'antenne pendant plusieurs mois sans explication publique. Officiellement en congé sabbatique, il aurait réalité connu un épuisement professionnel sévère. Selon l'équipe magazine, il aurait envisagé une reconversion, voire un départ définitif de la profession. Il reviendra finalement en 2024, apaisé, avec un rôle plus léger, concentré sur les émissions spéciales et les podcasts sportifs. Ce passage à vide, resté discret, révèle une part plus fragile de l'homme. Derrière le commentateur précis et passionné, il y avait un homme lucide, parfois blessé par l'évolution d'un métier qu'il aimait, mais qui semblait parfois ne plus avoir besoin de lui. Il ne s'est jamais épanché publiquement sur ses douleurs, préférant le silence à la plainte. Mais, dans ses dernières émissions, une certaine gravité s'entendait entre les lignes. Guillaume Di Grazia, bien que loin des scandales tapageurs, a donc connu ces zones d'ombre. Non pas des foutes, mais des désillusions. Non pas des conflits ouverts, mais des silences lourds. Et c'est peut-être cela qui rend son destin encore plus touchant. Il est resté debout, digne, même quand les projecteurs commençaient à l'oublier. Dans les derniers mois de sa vie, Guillaume Di Grazia avait radicalement changé de rythme. Lui qui avait enchaîné les commentaires en plateau, les directs, les interviews, les déplacements à l'étranger, avait choisi de ralentir. Non pas parce qu'il y était contraint par la maladie, mais par un besoin personnel de se recentrer. À 51 ans, il n'était atteint d'aucune pathologie connue, et ses proches décrivaient un homme encore en forme, alerte, mais de plus en plus tourné vers les plaisirs simples et les racines. Il s'était installé à Nîmes, dans le département du Gard, région qu'il affectionnait particulièrement pour son authenticité et ses traditions. Passionné par les cultures locales, il avait noué des liens avec plusieurs associations culturelles de la région. Il assistait régulièrement à des fêtes taurines, à des férias, et participait même à des balades commentées autour de l'histoire sportive du Languedoc. C'est dans ce décor paisible et ensoleillé qu'il semblait vouloir écrire un nouveau chapitre de sa vie, plus intime, loin du rythme effréné des plateaux de télévision. Selon Midi Libre, Guillaume avait volontairement réduit son temps d'antenne en 2024. Il ne participait plus qu'à des émissions ponctuelles sur Eurosport, notamment autour des classiques cyclistes printanières ou du Tour de France. Il intervenait également en podcast avec une série intitulée « Chronique d'un passionné », dans laquelle il racontait des souvenirs personnels de courses, de champions oubliés et de moments suspendus vécus derrière le micro. Ces chroniques, très appréciées du public fidèle, avaient une tonalité nostalgique, parfois presque mélancolique. Dans une interview accordée à une radio locale en juin 2025, il déclarait « J'ai eu la chance de commenter des moments de grâce. Aujourd'hui, j'essaie simplement de raconter ce qu'il en reste. » Une phrase qui, rétrospectivement, résonne comme un pressentiment.
Plusieurs de ses collègues racontent qu'il évoquait de plus en plus souvent l'idée d'un départ à la campagne, d'un retour au silence. Non pas pour fuir, mais pour respirer. Il vivait seul dans une maison modeste en périphérie de Nîmes. Il n'était pas isolé, mais discret. Ses liens avec ses anciens collègues restaient réguliers, mais distants. Il répondait toujours aux messages, mais refusait systématiquement les grandes réunions ou les dîners de groupe. Un comportement que beaucoup respectaient, en y voyant une forme d'élégance pudique. Un ancien producteur d'Eurosport confiera à France Info « Il n'avait jamais aimé le bruit autour du métier. Il préférait les silences entre deux directs que les soirées d'après-match. Sa santé ne semblait poser aucun souci, aucun traitement connu, aucune hospitalisation récente. Il apparaissait parfois amaigri, mais rien n'indiquait un état de faiblesse particulier. Lors d'une apparition publique à la Feria de Nîmes en septembre 2025, il échange avec des fans, souriant, détendu. Rien, absolument rien, ne laissait présager qu'il vivait ces dernières semaines. Ce qui frappe, c'est ce mélange de retrait volontaire et de lucidité tranquille. Guillaume n'a jamais annoncé de retraite officielle, n'a fait de bilan public de carrière. Mais il préparait manifestement une forme de transmission. Ses derniers contenus, très personnels, parlaient de mémoire, d'oubli, de traces laissées. Dans les jours précédant le drame, il préparait un reportage audio sur les traditions taurines du sud de la France. Il avait même prévu de suivre l'Abrivado de l'Anglade pour en faire une capsule sonore, comme il l'avait déjà fait pour d'autres fêtes populaires. Il était sur place, non pas en tant que vedette, mais en tant qu'observateur passionné, comme toujours. Ce sera sa dernière immersion. Ironiquement, ce dernier terrain de reportage deviendra aussi celui de sa disparition. Le samedi 28 septembre 2025, Guillaume Di Grazia se rend à l'Anglade, une petite commune du département du Gard, à une quinzaine de kilomètres de Nîmes. Ce jour-là, comme chaque année, le village célèbre l'Abrivado, une tradition camarguaise où des chevaux encadrent la course de taureaux à travers les rues. L'événement attire de nombreux habitants et visiteurs, entre folklore, adrénaline et fêtes populaires. Guillaume n'est pas là en touriste. Selon les organisateurs, il avait pris contact plusieurs jours avant avec le comité local pour enregistrer des ambiances sonores et échanger avec des participants. Il préparait un podcast sur les traditions sportives régionales. Il avait son micro, ses écouteurs, son sac à dos, toujours dans une démarche journalistique. Il s'était positionné non loin de la barrière principale, au niveau de la rue des Lavandières, d'où devait passer le cortège. Vers 10h50, alors que le défilé vient de débuter, un incident survient. Un cheval se cabre brusquement, provoquant une bousculade dans le groupe de taureaux. Un des animaux dévie de sa trajectoire, heurte violemment une barrière mal fixée et projette celle-ci vers le public. Guillaume Di Grazia se trouve sur cette trajectoire. Le choc est brutal. Il est frappé au niveau du thorax et de la tête, il s'effondre aussitôt. Les secours présents sur place interviennent dans les minutes qui suivent. Il est conscient mais très affaibli. Un témoin racontera plus tard à France Bleu Gard-Lozère. Il parlait à peine. Il avait le regard perdu, il murmurait quelque chose, mais on ne comprenait pas. Une ambulance le transporte immédiatement au centre hospitalier de Nîmes. Son état est jugé sérieux, avec un traumatisme crânien et des lésions internes. Les premières heures laissent espérer une stabilisation, mais dans la nuit de samedi à dimanche, son état se dégrade. Il est plongé dans un coma artificiel. Sa famille proche, prévenue dès le samedi soir, le rejoint à l'hôpital. Eurosport ne communique pas publiquement dans l'immédiat, par respect pour la confidentialité souhaitée. Le lundi 30 septembre 2025, à 15h12, Guillaume Di Grazia décède des suites de ses blessures. Le décès est constaté par l'équipe médicale du service de réanimation. Selon le communiqué transmis par sa famille, la cause est un traumatisme crânien grave consécutif à un accident survenu lors d'un événement culturel. Aucune plainte n'est déposée, la famille évoque un destin tragique mais sans rancune. Aucune parole d'adieu n'a été enregistrée, aucun témoignage précis ne relate ce qu'il a pu ressentir dans les dernières minutes. Il est mort comme il a vécu, en observateur passionné au cœur d'une manifestation populaire, appareil à la main, concentré sur son sujet. Il n'y avait ni plateau, ni micro, ni téléspectateurs. Seulement une rue de village, du soleil, des chevaux, des cris, et puis un silence. Un silence que personne n'a su combler. La disparition de Guillaume Di Grazia a provoqué une onde de choc silencieuse dans le paysage audiovisuel sportif. Eurosport lui consacre un hommage sobre, diffusant un montage d'extraits de ses commentaires les plus marquants, sans musique, sans voix off, juste sa voix. Les messages affluent de ses anciens collègues, cyclistes, techniciens, anonymes. Tous parlent d'un homme juste, passionné, discret, mais essentiel. Il ne laisse ni enfant, ni fortune médiatisée. Son héritage,
C'est une voie, une méthode, une manière de raconter le sport sans jamais trahir sa vérité. Son nom n'apparaît pas dans les grands palmarès, mais il est inscrit dans la mémoire sonore de plusieurs générations de téléspectateurs. Son matériel de travail, micro, carnet, enregistrement, est légué à une association locale qui œuvre à l'archivage du patrimoine sportif régional. Une décision conforme à sa volonté de transmission même après sa mort. Aujourd'hui, le bruit des courses continue, mais un timbre manque. Guillaume Di Grazia n'a pas quitté la scène avec fracas. Il s'est éclipsé dans une rue de village, comme une note qui s'éteint après la dernière phrase. Et si le silence qui suit est si lourd, c'est peut-être parce qu'il avait encore tant à raconter.